le moi, en fait, n'existe que par opposition à quelque chose. C'est toujours moi et l'extérieur. Donc, tant qu'il y a cette dualité qui est là, je ne peux pas rentrer dans un schéma unitaire. Quand je rentre dans l'unité, je rentre dans l'accueil véritable. Je suis cela aussi. Parce que de la même manière que quand on est dans une relation avec quelqu'un, qu'est-ce qui nous dérange chez l'autre? Uniquement parce qu'il fait miroir à ce que je suis. Alors ça ne veut pas dire que si je suis face à quelqu'un de malhonnête et que ça me dérange, c'est que je suis malhonnête. C'est pas ça l'effet miroir. C'est il me renvoie ce qui me ressemble ou ce que je refuse. C'est-à-dire, dans tous les cas, je vais refuser une composante de l'humanité. Comme tout à l'heure, ce que tu disais, quand tu as écouté un peu tout le monde, tu t'es retrouvé un petit peu dans l'histoire de chacun. Parce que chacun de nous sommes une cellule du corps de l'humanité. Et au niveau scientifique, la plus petite partie contient le tout. Donc, tout ce que nous ressentons, nos besoins, nos peurs, nos envies, c'est partagé par tout le monde sur la planète. Il n'y a pas une seule personne qui a des désirs, des envies qui seraient uniques à ce qu'il est. Donc, chaque personne nous renvoie une parcelle de nous-mêmes. Ça peut être une parcelle très noire, c'est-à-dire que un tueur en série, etc., ça fait partie de l'humanité. Il n'y a pas à aimer, bien évidemment, ce n'est pas la question, mais il y a à ne pas juger. Dès qu'on juge, on coupe et on sépare. On peut constater, mais l'important n'est pas de nommer. C'est un petit peu comme quand on regarde à l'extérieur. Si vous regardez un arbre, sans le nommer, vous pouvez très bien ressentir votre fusion avec cet arbre. Si vous le définissez en disant c'est tel arbre, il y a séparation immédiatement. Donc, la neutralité, c'est de quitter le jugement. C'était quitter ce fait de classifier les choses et de mettre une étiquette. Et c'est de cette manière que le moi perd son système de référence. C'est intéressant parce que le savoir des humains, le savoir encyclopédique, justement, est basé que sur le fait de nommer les choses. Alors que là, est-ce que ce n'est pas une volonté de nous couper, justement, les gens de savoir? Est-ce qu'ils n'ont pas mis en place un système verbal pour nous couper, justement, de notre essence, qui nous permet de rentrer en communication avec les êtres qui nous entourent? Ils ne sont pas forcément humains. C'est un peu le sens de mon interrogation. Disons qu'il n'y a pas de volonté propre à ça. C'est-à-dire que c'est un peu comme les gens qui ont parlé de Jésus ou de Bouddha et qui n'ont rien compris à leur discours. Et ils en ont fait tout simplement une science ou une religion humaine, en reprenant des éléments, effectivement. Parce que parler de l'unité, parler du soi, etc., pour quelqu'un qui n'a aucune compréhension de ça et qui n'en a fait aucune expérience, ça ne veut rien dire. Donc il va le mettre dans des cases. Il va mettre des mots. Quand Jésus a dit que ceux qui mourraient au nom de mon Père se retrouveraient à sa droite. Ils se bousculaient pour aller se faire bouffer par les lions. Donc ils ont dû dire, bon, il faut arrêter, donc se suicider,
ça devient un péché mortel. Donc, tout a été basé, c'est tout empirique en fait. Donc, ceux qui ont fait les règles, c'est nous, avec nos croyances, avec ce que l'on expérimente en tant qu'être humain dans la séparation. Il est évident que si tout notre système d'éducation et le système d'éducation des enfants n'était pas fait par des adultes qui sont encore des enfants en fait, mais par véritablement des gens qui ont cheminé, qui ont touché l'universel, le monde serait totalement différent. Si le monde était basé en sachant véritablement que l'autre n'est qu'une partie de nous-mêmes et que le bonheur ne pourrait être trouvé sur cette terre que quand tout le monde serait dans le bonheur, on serait dans quelque chose d'extraordinaire. Il y aurait de la bienveillance, il y aurait de la coopération, il y aurait de l'entraide. Mais comme on vit l'expérience de la séparation, le monde est basé là-dessus. Mais on vit de la séparation pour aussi trouver l'unité. Parce que si on était dans un monde idyllique, mais que l'on n'ait pas réglé notre problème à nous, la paix et l'harmonie, ça ne serait pas notre paix ni notre harmonie. Donc, le monde est totalement parfait tel qu'il est. Il est exactement ce dont on a besoin pour connaître et aller vers qui on est. Sans souffrance, on n'avance pas, comme on a dit ce matin. Donc, si on considère que tout est parfait, rien n'est à changer, le jugement peut tomber. Parce que si le monde il devait être comme chacun l'imagine, ça serait un sacré chaos, quoi, en fait. Parce qu'on imagine le monde parfait les 3/4 du temps, uniquement s'il était à ma propre ressemblance, de chacun, hein, j'entends. Mais ça n'existe pas. Ce n'est pas les événements, les situations qui doivent changer. C'est comment je les aborde, comment je les regarde, à partir de quoi je les regarde. Si je vois que la vie est une et indivisible et que chacune de ses parties est constituée de cette même énergie de conscience, il va y avoir du respect. Il va y avoir du respect pour les animaux. Il va y avoir du respect pour tout ce qui est vivant, matériel ou immatériel. C'est de cette manière-là que le monde peut changer, à partir du moment où je ne fais plus une affaire personnelle pour combler mes manques, combler mes besoins, combler mes envies. Si je m'oublie, tout devient simple. Parce que on regarde le monde tout le temps tout en étant en train de se regarder dans une glace. On regarde tout sur de la vigilance, de la méfiance. Donc on reconstruit, notre moi se reconstruit en permanence, on le réalimente en permanence. Et si on regarde dans la vie, et même dans une journée, combien de fois on s'adapte, combien de fois on met un nouveau costume pour pouvoir s'adapter aux circonstances, s'adapter aux situations, et dans un seul but, d'exister, d'être reconnu, de trouver de la sécurité. Tandis que s'oublier, c'est pas se renier, c'est arrêter ce regard narcissique. Le micro que... Le fait de s'adapter à la situation ou à l'autre, ça peut être la même chose que abandonner ce côté narcissique.
C'est pas nécessairement parce qu'on cherche à être reconnu. Non, je sais pas. C'est une question, c'est une vraie question. On est des animaux domestiques. Je veux dire que c'est une réalité depuis l'école. Déjà, quand on appelle l'éducation nationale, je veux dire, déjà, c'est comme le service militaire national. Effectivement, on sociabilise les gens au maximum. On donne des obligations, des croyances, et on part dès le départ de notre vie avec le fait que nous ne sommes pas des êtres parfaits et que pour être aimé, pour être apprécié, il faut répondre à la demande ou au désir de l'autre. C'est tellement important qu'on ne s'en rend même pas compte. Je veux dire, tu ne vas pas un jour décider, tiens, je suis pressé, je vais au travail en pyjama avec des bigoudis. Non. Mais la question est importante. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que... Voilà. Non, mais des fois, je veux dire... C'est des codes sociaux et on ne voit pas à quel point on a perdu notre authenticité, à quel point on est enfermé dans ces schémas-là de croyances, d'obligations. La liberté, ça s'appelle un code civil, où tout est marqué, ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire, etc. On pense effectivement que c'est basé sur le bon sens, le bien vivre ensemble, ce qui n'est pas faux au demeurant, mais ça crée tellement de frustration que ça fait de nos sociétés des sociétés hyper violentes. On le retrouve au niveau des animaux sauvages. Quand ils sont dans la liberté et qu'ils ont leur espace, ils sont paisibles. Dès qu'on les enferme dans des cages, ils deviennent violents, agressifs. Et on est la même chose. La différence, c'est que les animaux, ils cherchent à sortir de leur cage. Nous, on cherche à mettre des gardiens autour de notre cage en plus. Donc, ce qui se passe dans nos sociétés, dans cette peur que l'on a, on va amasser au maximum, avec l'idée que si je n'ai besoin de rien, je suis en sécurité. Mais le problème, c'est quand j'ai cette sécurité, j'ai l'angoisse de la perdre. Et on est dans cette paranoïa sociale dont on n'a absolument pas conscience. Et quand on est dans la relation à l'autre, les 3/4 du temps, on est dans de la prostitution affective. On cherche surtout à ne pas déplaire, on cherche à être apprécié, etc., etc. C'est notre réalité au niveau du jeu personnel. Mais parfois, ça peut être tout simplement du lâcher-prise. Je ne vois pas pourquoi je vais me prendre la tête ou prendre la tête à la personne. Je ne sais pas, à la vendeuse, au vendeur, je ne sais pas, en fait, des trucs comme ça. Et que si je lui fais un sourire, ça va bien se passer et l'affaire va bien se régler. Est-ce que c'est de la manipulation ? Est-ce que c'est... Oui, c'en est, oui. Enfin, parce que s'il y a du conflit, c'est qu'au départ, je m'oppose à quelque chose. Et simplement, je ne veux pas le montrer. Et pour quand même obtenir ce que je veux, je vais rentrer dans une stratégie affective. Tandis que si on n'est pas d'accord avec quelqu'un, c'est je ne suis pas d'accord. Et s'il n'y a pas la blessure de l'abandon, parce que là, tu es en train de me parler à partir de la blessure de l'abandon, encore une fois, il n'y a aucun problème. Il y a le rejet, l'abandon aussi. Je sais pas. Bon, de toute façon, je vais mixer. Dès qu'il y a dans une relation une attente, une demande, consciente ou inconsciente, on a perdu notre liberté. C'est immédiat. Et c'est comme ça. Alors, je ne suis pas en train de dire dans mon propos que c'est bien ou que c'est pas bien. Parce qu'autrement, si tout de suite on dit que c'est pas bien, on se met dans la tension. Il y a à reconnaître ça, qu'au niveau du moi, du jeu personnel, c'est-à-dire de l'être social qui a besoin d'exister parce que
il est seul face au monde, il ne peut pas faire autrement. Je crois que ça dépend de l'intention qu'on met derrière. Non, le jeu personnel, il n'a aucune intention. Il ne déroule que son éducation. Tu sais, dans les services de renseignement, que ce soit russes, américains, israéliens, etc., tout ça, ça fait longtemps qu'ils connaissent ça. Ils connaissent ça depuis les années 60, où ils ont mis des trucs en place qui sont infaillibles. C'est-à-dire qu'ils prennent quelques renseignements sur toi, ils ont des mots-clés, etc. Ils te posent une question, ils savent exactement ce que tu vas dire au mot près. C'est tout. On n'est qu'un logiciel, en fait. Et quand on connaît le code du logiciel, tout est simple. Il y a simplement qu'une chose, c'est quand tu n'attends rien et que tu demandes rien, là, par contre, tu n'as de prise sur rien. Ah ben, quand j'appelle le conseiller de chez Free, j'attends quelque chose. Voilà, c'est tout. C'est normal. Non, ce n'est pas une question de normal ou d'anormal. Tu te mets en dépendance sociale par rapport à ces systèmes-là. Simplement, parce que tu essaies de te défendre de quelque chose et je ne suis pas en train de juger. C'est simplement, il n'y a rien à comprendre, il y a juste à constater. C'est comme ça, tout le monde veut accéder à la propriété, ils pensent posséder une maison qui appartient qu'à leur banque. Oui, c'est comme ça. Et donc, les personnes sont prisonnières d'un système qu'ils dénoncent, mais de cette manière-là, il y a une docilité. Ça, c'est sûr. En ce moment, on le voit bien. Le numérique free, tu m'aurais dit free il y a 40 ans, je t'aurais demandé, mais de quoi tu parles? Ça veut dire quoi? Ça veut dire liberté. C'est quand même bizarre, quand même. Oui, c'est vrai. Ça veut dire, c'est bizarre. Donc, mon propos, et je le répète, n'est pas de dénoncer quelque chose. C'est d'observer dans quel schéma on fonctionne, à quoi on donne du pouvoir, d'où est issue notre peur de perdre et de manquer, et de le voir, tout simplement. Et il n'y a pas à être dans le jugement, il n'y a pas à être dans la critique. Nous avons choisi et supplié d'être dans cette incarnation, ici et maintenant. Donc on n'a pas à le dénoncer, on a juste à l'observer. Et quand on peut observer ça, on peut observer à quoi on donne du pouvoir, quelles sont nos pensées dominantes, nos désirs, nos envies. On peut les regarder réellement, de dire, bon, moi j'ai envie que les gens m'admirent, j'ai envie d'avoir du pouvoir. On a le droit. Et on est en duplicité de dire, ah non, non, je le veux, mais je n'ai pas le droit, c'est de l'ego. L'ego, notre ego personnalité, il voudrait que tout le monde s'agenouille et vienne lui baiser les mains. Si, non, il ne faut pas dire non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. D'accord? Voilà. Hein? Reconnaître, parce que c'est la nature de l'ego-personnalité, parce que l'ego-personnalité a tellement peur de souffrir, a tellement peur de manquer, que naturellement, il va mettre tout en place pour avoir de la sécurité. Et je le répète, c'est pas mal du tout. Après, quand on a observé ça et on commence à regarder avec discernement, il y a quelque chose de pathétique là-dedans. Parce qu'au fond, nous, on sent autre chose. On sent quelque chose de beaucoup plus grand, de beaucoup plus vrai. On sent qu'il y a quelque chose au-delà de la peur, au-delà de l'envie, au-delà de la jalousie ou de la colère. Mais pour voir ça, il faut d'abord avoir accepté de regarder toute la petitesse dans laquelle est le jeu personnel. Et quand je dis petitesse, je le répète, ce n'est pas un jugement. C'est comme ça, il n'y a pas d'autre possibilité. Et quand on a accepté ça, on peut regarder au-delà de tout ça. Et c'est ce processus qui va se transformer. C'est-à-dire, on ne va plus essayer de transformer l'ego, qui n'est pas de nature spirituelle. L'ego-personnalité, il est de nature matérielle.
il a été constitué dans la matrice maternelle à l'aide des chromosomes de votre lignée, à l'aide de toute la génétique de la lignée, et rien d'autre. C'est-à-dire que vous n'allez pas acheter une voiture, une Renault, et aller voir le directeur de Renault et l'appeler papa. C'est exactement pareil. Donc ne confondez pas le corps mental que vous pensez être avec votre véritable nature spirituelle qui est le soi. Et le soi, lui, il n'est pas dans le besoin, il n'est pas dans le manque, il n'est pas dans l'attente, il est dans la complétude. Il vient juste réaliser une expérience particulière pour comprendre quelque chose. Rien d'autre. Une fois qu'il a fait ça, c'est terminé. Et le corps, il finit à la déchetterie où vous voulez. C'est tout. Le corps ne se glorifie pas. Il ne se spiritualise pas. Il est juste votre véhicule qui permet à la conscience d'expérimenter quelque chose. Et toute la confusion de la majorité des gens qui sont en recherche, c'est de penser que c'est le corps mental qui va s'améliorer, qui va se spiritualiser, qui va s'éveiller. Tandis que quand il y a l'éveil, le problème, il n'y a personne pour le constater, parce que le jeu personnel disparaît de fait. Donc, ce qui veut dire que, au niveau de votre histoire individuelle, amusez-vous, prenez du plaisir. Il n'y a rien d'important. C'est juste vivre spontanément, dans la joie, dans l'insouciance. Rappelez-vous ce que vous étiez quand vous étiez enfant. Est-ce que quand vous étiez enfant, vous vous posiez toutes les questions que vous vous posez maintenant? Voyez? Pourtant, il y avait toute une vie devant à accomplir. Et là, comme on est tous près de l'autre côté, pourquoi on se prend la tête? Dans quel but? Qu'est-ce qu'on veut réaliser? Quelle carrière on veut? Juste, bien évidemment, subvenir à nos besoins, être dans le partage, être dans l'amour, dans ces choses-là. Mais on veut être aimé, mais par contre, on n'ose pas le demander. Est-ce que vous, dans votre histoire, vous avez déjà été voir quelqu'un qui vous plaisait et lui dire « Tiens, écoute, j'aimerais que tu m'aimes ». Ça ne marche pas. Et pourtant, on va faire toute une stratégie pour qu'ils comprennent qui nous intéresse ou qu'elle nous intéresse. Il faut lâcher cette hypocrisie. Vous voyez? Donc, il faut simplifier. La vie nous demande peu de choses, en fait, de la simplicité. La simplicité, c'est de dire véritablement, sans phare, ce que je ressens. Si vous avez envie de dire à l'autre, tu ne me plais pas, on lui dit. Si on ne lui dit pas et qu'on l'a à l'intérieur, ça s'appelle quoi alors? De l'hypocrisie. Être dans la simplicité, être dans l'humilité, c'est que je suis ce que je suis. Je n'ai pas essayé de me montrer tel que je ne suis pas ou tel que je voudrais être. Juste ce que je suis, ce qui est déjà merveilleux. Quand on est face à quelqu'un qui est toxique et qu'on est vraiment dans notre simplicité et l'humilité, on le voit, on ne se fait pas de mal. Il y a 7 milliards d'habitants sur cette planète. On ne peut pas être aimé par tout le monde, certes, mais on ne peut pas être détesté par tout le monde. Regardez certains hommes politiques qui véhiculent les trucs, ils ont des fans. Exactement, et ça leur convient. Et ils savent très bien qu'il y a des personnes qui ne les supportent pas. Ça ne leur pose aucun problème.
Donc, et l'authenticité. Et je pense que l'authenticité, c'est une clé. L'authenticité, c'est une espèce de transparence. Et quand on est dans authentique, et quand d'ailleurs on est face à des gens authentiques, il y a quelque chose qui est fluide, il y a quelque chose qui est léger. On se sent entendu, on se sent compris, on ne se sent pas jugé, on ne se sent pas torturé par qu'est-ce que pense l'autre, etc. Je le répète, donc, la vie, elle n'attend que ça. Elle ne vous demande rien du tout. Ce qui vous met dans l'exigence, c'est la peur. Uniquement. C'est la peur. Et la peur de quoi? La peur d'être rejeté. Et on vient à toutes les blessures qu'on alimente. Et la peur d'être rejeté n'implique qu'une chose, c'est que je vais être rejetant moi-même. Obligé. Je me sens rejeté, j'en veux à la personne, je l'éloigne, elle se sent rejetée, et ça tourne en boucle. Donc, c'est pour ça que je pense que ce qui est très très important, quand on est face à quelqu'un, c'est de pouvoir, pour être dans cette authenticité, qu'est-ce que j'attends de cette personne? Est-ce que j'attends qu'elle m'apprécie? Est-ce que j'attends qu'elle me donne un poste qui me conviendrait mieux? Juste d'observer véritablement ce qui sous-tend ma relation à l'autre. Et quand effectivement j'ouvre toutes ces portes-là avec tranquillité, sans jugement, sans culpabilité, sans comparaison, il y a quelque chose qui devient tranquille. Parce que qu'est-ce que je pourrais ne pas perdre que je vais perdre?